soient unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Au peuple D'où vient le Congo? Le Congo était quoi au départ? Là, je suis reparti au-delà, avant l'indépendance, pendant la colonisation, jusqu'à ce que ça devienne l'État indépendant du Congo. Qu'est-ce qui a poussé à ce que nous on réclame l'indépendance? Je suis allé vraiment dans l'entrée de l'histoire et j'ai fait une bande dessinée là-dedans. J'ai appelé ça Congo, l'indépendance, c'est maintenant. Congo na Paris a rencontré différents acteurs, personnalités, artistes, historiens, activistes pour connaître l'histoire de l'indépendance. Notre Congo a été à un moment donné appelé État indépendant du Congo, expression d'ailleurs qui souvent induit beaucoup de Congolais en erreur, parce que certains pensent que le Congo était déjà indépendant. Cet indépendant-là, ça veut dire État indépendant, au sens où la plupart des colonies à l'époque étaient dépendants d'un État européen. Indépendant, ça voulait dire État indépendant, sous-entendu de la Belgique, parce que c'était la propriété privée du roi des Belges. Comment était le Congo d'avant? Que s'est-il passé à cette date du 30 juin 1960? Retour sur la genèse de cette période cruciale avec l'historien Elika Mbokolo. Donc on n'a pas signé un traité pour dire on donne le territoire à Léopold II. Et l'une des figures les plus intéressantes, c'est en juillet 1884, donc on est encore avant l'État indépendant du Congo, lorsque un des chefs de l'espace qui est le Congo explique aux troupes de Léopold II que s'ils sont venus pour faire du commerce, d'accord, s'ils sont venus pour prendre des territoires, ils ne sont pas d'accord. L'indépendance de la RDC a-t-elle été octroyée ou arrachée? Cette question fait débat, car les colons n'entendaient pas laisser le Congo belge libre. Ils étaient décidés à défendre leur territoire jusqu'au bout. Et Lusinga a dit aux troupes belges, vous, les soldats noirs et les blancs, si vous venez chez moi pour prendre ma terre, je vais vous faire la guerre. Et si je gagne la guerre, je vais vous couper la tête et je vais mettre devant ma case la tête de vos chefs pour qu'on voit que ça, c'est un pays indépendant. On ne peut pas venir ici pour le prendre. Malheureusement, quand vous mettez les armes traditionnelles des pays africains et les armes à feu des Belges, l'équilibre n'existe pas. Et ce chef, Lusinga, a perdu la guerre. Y avait-il souvent des abus, des punitions inutiles ou arbitraires? Avant l'indépendance, oui. J'ai vu comment en 1957, un papa, chef de village, devait subir 60 coups de fouet, de chicotte, comme on disait. Pourquoi? Parce que dans son village, on avait soupçonné un garçon de son village d'avoir commis une bêtise. Alors pour cela, évidemment, parce qu'il n'était pas... Le jeune homme qui avait fait le coup avait fui en Angola. Donc c'est le chef du village qui devait le payer. Quand on a commencé à le taper, il criait. Mais, je crois arrivé vers 20 coups, 30 coups, il a demandé qu'on lui donne de l'eau. C'était à 7h30 du matin, donc il faisait un peu frisquet. Il a bu, et quand il a bu de l'eau, c'était comme un morceau de chair qui était par terre. Le policier tapait dessus, il ne criait plus, il ne parlait plus. Et ça m'est resté dans la tête. C'est ça le souvenir que je garde de la période avant l'indépendance. Personne n'était épargné. Les résistants, comme les innocents, finissaient mutilés par les colons. On peut dire que c'est seulement à partir de la fin de la Première Guerre mondiale que la colonisation belge ne coupe plus les têtes. L'un de ceux qui ont bénéficié de cette nouvelle situation, c'est Simon Kimbangu, qui n'a pas pris les armes, qui a simplement dit nous considérons la colonisation comme illégitime
nous sommes un peuple indépendant, nous voulons être indépendants. Mais cet homme-là a été condamné à mort. Et donc il a fallu l'intervention à la fois du peuple Congo qui va chanter, qui va manifester pour dire « nous ne céderons pas ». Il a fallu ça, et il a fallu aussi que, en Belgique même, il y ait une certaine émotion de la part de gens qui disent « écoutez, vous êtes allés là-bas au nom de la civilisation, condamné à mort un prophète pour la seule raison qu'il a dit qu'un jour le blanc sera noir et le noir sera blanc, c'est-à-dire que l'équilibre du monde va changer, le condamner à mort, c'est quand même excessif. Donc la non-condamnation à mort de Simon Kimbangu ne voulait pas dire que l'État belge était généreux, ça voulait dire qu'il était conscient que le peuple congolais était prêt à se radicaliser si la colonisation voulait se maintenir par les moyens très, très autoritaires. Les Bapende, comme nous disent chez nous, qui, 1930, surtout 1931, 1932, ont pris les armes pour essayer de chasser les Belges. Évidemment, les Belges avaient accès aux armes que les pauvres paysans pédés ne pouvaient pas, donc ils ont été vaincus militairement, mais politiquement, la révolte, l'insurrection des Bapende va se retrouver plus tard dans un parti comme le Parti solidaire africain, le PSA, et évidemment dans les revendications pour l'indépendance totale. Plusieurs leaders, messagers, martyrs, groupes ethniques mobilisaient le peuple pour l'émancipation du Congo. Le peuple s'est soulevé et les Belges ont fini par céder. Parce que c'est au milieu des années 50 que les Belges commencent à dire « on va discuter des changements ». Mais eux, ils voyaient les changements dans 20, 30 ans, a dit l'un d'eux, le plus progressiste. C'est qu'en 1959, le 4 janvier, le peuple de Kinshasa a dit « c'est fini ». Et donc, puisque c'est fini, on va tout casser, on va piller les magasins, on va brûler les églises, on va casser les symboles coloniaux, c'est fini, on ne veut plus, Toboi. Durant cette période, plusieurs leaders se sont démarqués. Les Lumumba et les Kasavubu sont nés dans la colonisation, donc ils connaissaient de la période antérieure ce qu'on leur avait annoncé. Lumumba est originaire de l'Est du Congo, c'est l'une des régions où le chef dont je viens de parler, Lusinga, était l'un des chefs locaux. Kasavubu est plutôt de l'Ouest, donc les deux pans du Congo se trouvent réunis avec ceux qui ont été les dirigeants de notre pays en 1960. Kasavubu appartient à une dynamique très prestigieuse, puisque c'est la dynamique qui a donné naissance au Royaume du Congo, l'un des États les plus brillants de l'histoire de l'Afrique, et qui a donné naissance aussi à des figures comme celle de Kimpavita, qui a été l'une des premières combattantes pour la liberté de notre pays. Par leur travail personnel, c'est-à-dire la connaissance de l'histoire Congo, la connaissance de l'histoire de l'Est du Congo, notamment des Tétéla, mais pas seulement des Tétéla, de tout cet Est, c'est ça qui leur a donné l'idée que cette terre a été indépendante avant les Belges. Les Belges ont volé son indépendance et nous, les Congolais d'aujourd'hui, nous devons faire en sorte que tout ce territoire du Congo belge devienne un jour un État, une nation indépendante. Donc ça a donné cette rencontre dite de la table ronde où on s'est mis à peu près d'accord. Mais moi je crois que nous les Congolais, on s'est fait avoir. On a fait d'abord la table ronde politique pour dire le Congo va devenir indépendant. Ok. Et pour dire, pour ça, on va préparer les élections. Et il faut faire vite. Et donc tous les leaders politiques sont rentrés au Congo pour préparer les élections. Et après ça, les Belges organisent la table ronde économique
où il n'y avait pas les dirigeants politiques. On a mis des jeunes, on a mis des hauts fonctionnaires qui ne connaissaient rien à l'économie du Congo. Ils ne savaient pas comment ça marche. Les Belges malins proposent que ces entreprises de droit congolais deviennent des entreprises de droit belge. Ça veut dire que l'argent du Congo, le capital de ces entreprises qui appartenait au Congo, du jour au lendemain, est passé entre les mains des Belges. Donc on nous a volé au moment de l'indépendance. Je pense qu'il y avait une sorte d'accord entre Kasavubu, Lumumba et quelques autres en disant « ça ne va pas se passer comme ça, nous voulons l'indépendance totale du Congo et que les richesses du Congo restent entre les mains des Congolais. » Donc il y avait une sorte d'ambiguïté. Situés dans différents endroits, lorsque l'indépendance a été proclamée, les radios ou le bouche à oreille informaient les populations du contexte politique. La télé à l'époque, ça n'existait pas. Donc les seules nouvelles qu'on avait, c'est la radio. Or, à la radio, on disait que c'est un peu comme en Europe, quand on attendait l'année 2000. On ne savait pas si on allait continuer à vivre après l'année 2000 ou pas. C'était la même chose lors de l'indépendance. Qu'est-ce qu'il y aurait exactement le 30 juin, on ne savait pas. Et en plus, les nouvelles qui étaient données à la radio, c'était, c'est vrai, dans les langues nationales, mais c'était surtout en français et en anglais. Or, à l'intérieur, bon, ils n'étaient pas nombreux à parler cette langue. J'avais 19 ans. Je terminais l'école normale. Et c'est cette année-là, au mois de juin justement, nous avons eu le diplôme de fin d'études pour aller enseigner. C'était une immense joie de recouvrer la dignité de l'être. Parce que vous ne pouvez pas connaître ce que le peuple d'Afrique, ou de Congo particulièrement, a subi depuis 1885. Nos aînés a réclamé la liberté, a obtenu à tout prix, a cherché à avoir cette liberté, donc l'indépendance. On a certes obtenu l'indépendance, mais comment cette journée du 30 juin a-t-elle été vécue par le peuple ? Quelques jours après l'indépendance, il y a eu une grande période de peur parce qu'on disait que les Belges allaient venir bombarder, que les Belges n'allaient pas partir définitivement, mais ils allaient revenir. Et quand on voyait les avions supersoniques là passer, on se disait ça y est, ils vont encore bombarder. Donc nous n'étions d'accord sur rien. On était d'accord sur le fait qu'ils partent, nous restons. Donc lorsque la chanson dit Kimpwanza Tubakidi, ça voulait dire l'indépendance, nous l'avons arrachée. On ne nous l'a pas donnée. La musique est toujours au cœur des luttes, mais aussi des célébrations. Indépendance Cha-Cha, composé par Grand Calais et le groupe African Jazz, est l'hymne de cette victoire arrachée. Ce chant a transcendé les générations et incarne également la date du 30 juin. Qui est-ce qui a écrit cette chanson? Kabasele. La musique aussi. La musique, c'est l'arrangement de tout le monde. Ben, nous ne savions pas, nous, que cette chanson ferait un grand succès comme aujourd'hui. Nous ne savions pas, nous avons seulement répété la chanson, nous avons apporté notre concours pour les arrangements, mais à dire que la chanson allait connaître un grand succès, ça, nous ne savions pas. Plus tard, on a commencé à chanter indépendant, cha-cha, balkidi, des choses comme ça. Mais au moment même, nous, en tant qu'au séminaire, on nous disait que c'est le communiste. On veut en faire entrer le communisme. Donc on avait peur. Et on ne voulait pas avoir l'indépendance. Pourquoi vous aviez peur? Parce qu'on nous disait que le communiste allait prendre la place. Et surtout, le Lumumba dont on a parlé, on le poursuivait partout, on le disait. Non, on nous disait, dans les séminaires, on dit, ah, celui-là c'est un communiste. Quand on devient communiste, c'est fini, les enfants sont déportés, les femmes appartiennent à tout le monde, ça ne va pas. Et mes parents, l'indépendance, pas l'indépendance, ils vivaient. Ils ne comprenaient pas c'est quoi l'indépendance d'ailleurs. L'indépendance, c'est dans nos têtes. La preuve, c'est que ça ne marche pas jusqu'à aujourd'hui. Parce que tout est dans la tête. Les gens ne comprennent pas que l'Afrique a besoin d'aller
jusque dans ses racines pour se retrouver, pour que l'Afrique redevienne une, pour que le Congo devienne vraiment un pays que tout le monde apprécie, que tout le monde aime. Il faut que les jeunes se prennent en charge. Quel bilan peut-on tirer aujourd'hui? Nous avons obtenu l'indépendance, mais l'histoire a-t-elle tourné en notre faveur? Nous ne pouvons pas dire que ce pays est indépendant. Son bilan est pauvre. Quel est le bilan qu'on peut établir à l'intérieur d'une néocolonie? C'est le bilan qui met en exergue la crise de sens, mais aussi la crise anthropologique. La crise de sens signifie quoi? La crise de sens signifie ceci. À partir du moment où certains pères et mères de l'indépendance ont été assassinés, et là je fais directement allusion à Patrice Emery Lumumba, ceux qui ont pu gérer ce pays après Patrice Emery Lumumba sont tombés dans ce que Frantz Fanon appelle la désorientation existentielle. Dresser le bilan de ce pays, c'est dire un pays qui, juste après sa reconnaissance comme État indépendant en 1960, tombe dans le néocolonialisme, cela avec la complicité des fils et des filles du pays. La jeunesse, au nord ou au sud du monde, aspire à un peu plus d'égalité, à un peu plus de liberté, à un peu plus de paix. Les aînés ont fait ceci, ils nous ont obtenu l'indépendance. Bravo, c'est une bonne chose. Ils ont gâché ça tout de suite après avec des querelles inutiles. Est-ce que nous devons répéter la même bêtise aujourd'hui ou devons-nous plutôt en tirer une leçon pour évoluer autrement? Serez-vous capable de persévérer dans la lutte? Parce que l'essentiel n'est pas de commencer. L'essentiel, c'est aussi de persévérer. Vous avez commencé aux États-Unis et dans plusieurs pays occidentaux. Est-ce que vous serez capable de poursuivre votre lutte jusqu'en Afrique? Ma vision est celle d'un Congo grand. Elle est la même que nos pères indépendantistes, donc prospères et émergents. Et aujourd'hui, grâce aux initiatives telles que ceux de Congo na Paris, vous allez vous rendre compte que nos pères, ils avaient raison de se battre pour cette indépendance. Même si tout n'est pas parfait, ma vision reste la même. On doit préserver le combat et émerger pour un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo prospère, à l'image de nos aïeux. Chaque génération a un problème à résoudre. Les générations de nos pères, c'était la lutte justement pour recouvrer la dignité humaine, jusqu'à l'indépendance. Mais maintenant, est-ce que nous avons conscience de cela? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de pouvoir aussi lutter pour que ces négriers de temps modernes laissent suffisamment d'espace à nos populations pour qu'ils vivent, comme le disait Lumumba, dans la justice, dans la paix, dans la liberté et dans la dignité? C'est là le défi qui est posé aux jeunes. L'indépendance symbole, l'indépendance fêtée, on fait quoi? On fait de la bêtise? On fait quoi? Est-ce qu'on a ajouté un plus à cet acquis? Si oui, fait-on? Sinon, méditons. Pas dans la divulgation, méditons pour arriver à baliser des routes qui vont nous conduire vers la maturité en fait. Parce que dans l'hymne national, quelque part, il est dit que demain, nous allons léguer, je n'ai pas le texte là, je parle directement, demain, nous allons léguer à un Congo un pays prospère, un pays rayonnant, tout ça, à nos enfants. Nos parents sont partis, ils nous ont légué quoi? Ce Congo-là, oui, qui était beau, qui est fort, tout ça. Qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui et qu'est-ce que nous allons laisser demain à nos enfants? C'est la question que la jeunesse doit se poser. Sa mission, son problème à résoudre, c'est se réconcilier avec lui-même et avec sa terre. Chaque citoyen a son rôle à jouer.
Pourquoi j'ai voulu lancer le podcast Chronique Bantou, spécial 60 ans? Parce que je me suis rendu compte que 60 ans après l'indépendance, il était temps de faire un bilan. Un bilan positif ou négatif de 60 ans après. Parce que 60 ans après l'indépendance, il faut se le dire, on doit regarder derrière, c'est poser les bonnes questions. Ça, à savoir, est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons pu réaliser le rêve de nos pères indépendantistes? À travers mon art, je dois participer aussi à l'évolution de ces pays sans que je sois un politicien. Je n'ai pas besoin d'être politique, moi. Je suis un artiste, mais je suis citoyen de mon pays. Sommes-nous prêts à bâtir le Congo de demain, puisque l'indépendance, c'est maintenant?